Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans cette édition spéciale de Brussels Information Press, entièrement consacrée au Festival des Lettres, des Arts et des Cultures du Sud, ainsi que le Flax. Le Festival des Lettres, des Arts et des Cultures du Sud fait son entrée dans l'arène culturelle bruxellois. C'était les 30, 31 octobre et 1er novembre 2015 au Théâtre Varia et à l'Horloge du Sud. Exposition, salon du livre, contes, lecture et poésie, rencontres littéraires, débats, dédicaces, animations pour enfants, slam, musique et bien d'autres activités ont enrichi cette première édition du festival. Des femmes de la diversité à l'honneur pour démontrer la vitalité de leurs œuvres et leur engagement, tout comme le professeur Grégoire Biyogo, égyptologue, philosophe, politologue, l'invité d'honneur du festival. Par leurs interventions, ils ont apporté de la qualité et de la profondeur à cet événement culturel qui vient à peine de voir le jour. Enfin, Oscar Kambila, président de Raffia Synergie et co-organisateur du festival, il tire un bilan néanmoins positif malgré l'échéance de préparation assez courte. Le 30 octobre 2015, le Festival des Lettres, des Arts et des Cultures du Sud, ainsi que le Flax, ouvrait ses portes au grand public pour la première fois à Bruxelles, dans le prestigieux centre d'art dramatique, le Théâtre Varia. Hommes, femmes, enfants de la capitale bruxelloise, personnalités politiques à l'instar de Colette Jomgam-Fonke, échevines de la culture, de la santé et du bien-être de la commune d'Etterbeek, mais aussi des invités du Nord et du Sud, ont eu le plaisir de découvrir le salon interdisciplinaire du Flax, les œuvres africaines et leurs auteurs. Littérature, bande dessinée, peinture, sculpture, exposition, tout était mis en œuvre pour montrer la richesse et la diversité des arts et des cultures du Sud. Une exposition était même entièrement consacrée aux femmes d'Afrique, principalement les héroïnes de l'histoire du continent africain. Nous avons tendu notre micro à ces acteurs de l'art et de la plume. Ils nous présentent dans leur générosité d'artistes l'apport culturel de leurs œuvres. On dit chez nous qu'une maison ne se tient pas debout sur le sol, mais sur une femme. Et donc, par ma façon de faire, j'aimerais tout simplement le rappeler et le dire. Parce qu'après tout, elle est le moteur de la société. Et de nos jours, l'action de la femme se voit de plus en plus dans le processus du développement parce qu'elle apporte aussi des solutions aux problèmes économiques, aux problèmes de la société, aux problèmes juridiques, aux problèmes sociétaux et même environnementaux. Donc, en tant qu'artiste, je me dis, mais tiens, il faut le dire, il faut le rappeler, parler de tout ça, je trouve que c'est très très important parce qu'on ne se rend pas toujours compte. Ces genres de cadres manquaient dans le paysage culturel ici à Bruxelles pour arriver à, disons, à montrer une vision assez globale des gens qui s'intéressent à la culture du Sud et pas seulement des Africains ou des Antillais, mais c'est tout le monde qui s'intéresse à la culture du Sud, qu'il soit belge, français, argentin ou autre. Mais c'est pour nous, je crois, une très bonne occasion d'être en contact avec le reste du monde et de leur dire qu'on existe. On a commencé à voir des petits-enfants, des jeunes et même des femmes qui faisaient, entre guillemets, ce qu'on appelle le djihadisme sexuel en Syrie et des jeunes qui venaient se battre pour des motifs idéologiques fort contestables. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, ça commençait à être un problème non seulement endémique, mais global. Et c'est ça qui a fait qu'en fait, voilà, j'ai voulu reprendre cette recherche doctorale à la base, que j'avais commencé à Paris 2. Et parce que je considère aujourd'hui que même si c'est un problème endémique et que seule la volonté politique des États, parce que les conventions, elles sont là, et que certaines dictatures, certaines gouvernances sont même complices et utilisent ces enfants. Mais je ne les critique pas vraiment puisque c'est un problème depuis la nuit des temps. Puisque dans la première partie, je fais une revue de la littérature ou même du temps de l'Antiquité des Spartiates.
ont créé ces enfants à tuer. Donc c'est un gueuloir, c'est vraiment un réquisitoire pour faire prendre conscience, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans nos capitales européennes, nous avons ce problème de la radicalisation. Comment est-ce qu'ils se font recruter du jour au lendemain, vous les trouvez soit morts ou décapités ou autre chose. Et c'est vraiment une prise de conscience et un appel aux institutions internationales, aux politiques, mais également à la société civile à être vigilants et à essayer de détecter quels sont les mécanismes du basculement dans le nihilisme. 3 ateliers sur des thématiques aussi variées ont rythmé cette première journée. La conférence débat sur l'économie du livre dans le monde francophone du Nord et du Sud, ou encore débat et lecture sur l'actualité littéraire francophone, en présence de Parisa Reza, lauréate du prix Senghor 2015, était animée par Dominique Loubao, elle-même lauréate du prix Senghor 2009 et présidente du Salon Plume Noire. La table ronde consacrée à la dramaturgie francophone du Nord et du Sud était quant à elle conduite par Frédéric Loubantsou, responsable de communication et des relations publiques au Théâtre Varia. Voici quelques temps forts. Comment travailler ensemble pour permettre, parce que c'est ça, tout seul dans son coin ne peut pas avancer. Si je vais en Belgique aujourd'hui, je vais chercher un cheval de Troie en Belgique que je vais faire peut-être aux Antilles et qui va être en qui va me permettre de rentrer dans le microcosme littéraire belge et que moi, vice-versa, je vais le faire rentrer dans le microcosme de la littérature et tout. Donc, il y a toujours une visibilité pour... je ne sens pas, je ne publie pas quelque chose si je ne sais pas si j'ai une visibilité pour, avec un certain nombre d'exemplaires à vouloir atteindre. Bon, vous trouvez normal, tout le monde entier trouve normal que toutes les Cléopâtres soient blanches. D'accord? Pourquoi est-ce que, à l'inverse, puisqu'on blanchit les noirs, pourquoi est-ce que le noir ne sont pas les blancs? Mais s'il y a justement une discrimination positive, c'est-à-dire si on classe quand même les gens par famille, par origine, etc., pour pouvoir faire émerger des personnes qui n'ont aucune chance, eh bien, il faut le faire. Bon, aux États-Unis, ça a eu des défauts, mais quand même, dans l'ensemble, l'affirmative action, ça a permis les choses. C'est peut-être aux Africains eux-mêmes ou aux intermédiaires à faire ce travail de valorisation de nous-mêmes, de nos héros, de nos communautés d'une certaine façon. La deuxième journée du Flax était aussi dense que la précédente. En plus de la visite de plusieurs stands du Salon du Livre, de l'exposition, peinture et sculpture, sans oublier le coin des bonnes affaires, la journée était marquée par 2 activités majeures. La première était consacrée à la conférence de haut niveau sur la mémoire, les sciences et civilisations africaines. Animée par Oscar Kombila, directeur de l'organisation du Flax 2015, et Dr Kalamba Sapo, créateur du prix Cheikh Anta Diop, cette conférence a confirmé sans embâche, aussi bien pour les générations présentes que futures, la place de l'Afrique dans l'histoire et l'évolution du monde. L'Afrique est le berceau de l'humanité, la première civilisation, le point de départ de la philosophie, des sciences, mathématiques, médecine et même de l'écriture de la Bible, a insisté le professeur Grégoire Biyogo. Il y avait beaucoup de textes en Afrique, mais il n'y avait pas encore une histoire pour raconter tout ce que les Africains ont fait en philosophie, du début jusqu'à maintenant. Les manuels nous disent que la philosophie commence en Grèce. Elle commencerait avec Thalès, c'est ce que Aristote dit, et se poursuivrait avec les présocratiques jusqu'à toute la Grèce, qui est ainsi présentée comme la terre même de la naissance de la philosophie. Lorsqu'on y regarde de très près, on se rend compte que ce n'est pas exact. Je vais donc, sur le plan de mon exposé, au lieu de faire de la réfutation en disant ce qu'ils disent n'est pas vrai, je vais montrer en quoi l'autre récit s'impose. Je règle la question de la querelle de l'origine des sciences. Elle n'est pas réglée jusqu'à ce que j'ai tranché la querelle. Je dis ceci, distinguons origine et commencement. Le commencement, c'est le commencement du temps historique. Mais le commencement n'est pas sa propre origine. Il y a toujours une origine que le commencement doit nous dire. Je réexplique ça, c'est fondamental cette affaire.
pour la philosophie, les Grecs ont effectivement recommencé, les Égyptiens ont commencé, mais l'origine est en Éthiopie. Donc, origine, commencement, recommencement. La philosophie est un recommencement perpétuel. Et la Grèce, de ce point de vue, vous voyez à quel point nous sommes obligés d'être dans une grande honnêteté intellectuelle. Je ne suis pas en train de dire ici, je sais que un grand nombre de personnes me suivent. Donc je ne dis pas, comme beaucoup d'autres, la Grèce n'a rien fait. C'est impensable. On ne peut pas dire ça. Et ce que dit Heidegger, Heidegger dit, la Grèce, la philosophie parle grec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un grand nombre de concepts de cette discipline sont sortis par les penseurs grecs. On a à respecter cela. De la même manière qu'on doit respecter ça, on doit aussi respecter le fait que cette pensée philosophique est fille de la pensée philosophique égyptienne. Et ce que j'ai apporté dans ma contribution, c'est que l'Égypte elle-même est aussi fille de l'Éthiopie. L'Éthiopie, absolument. Donc ça fait une triangulation, les origines nubiennes, la Nubie, le commencement égyptien et le recommencement grec. Voici l'histoire qui devrait être écrite dans les manuels pour ce qui est de la philosophie. Le génie qui a édifié avec un talent mathématique inédit, Guy, c'est exceptionnel le travail qu'il a fait. Mais il est aussi le père de la médecine. Il est aussi le père de... Alors, pour nos amis théologiens, il y a deux grandes théories. Moïse était à l'école d'Akhenaton. C'est Moïse qui va fonder le deuxième monothéisme, qui va donner droit au monothéisme. Mais le premier monothéisme, c'est celui d'Akhenaton. C'est lui qui pose pour la première fois dans l'histoire l'idée que il n'y a pas des dieux. Il détruit l'idée des dieux et il pose un principe qui est énergie solaire. Alors, lui, il dit, au commencement, c'est cette lumière qui a tout créé. Donc, il enlève toute ambiguïté. Et il pose que c'est la lumière qui est à l'origine de la vie. Et c'est magnifique parce que c'est confirmé par la science. C'est la lumière qui donne droit à la vie. Et Akhenaton dit, elle est unique. Dieu unique. L'Égypte a dit l'unicité avant par celui dont je vais parler là juste après, mais celui qui institutionnalise la religion de l'unique, c'est Akhenaton. Pour la première fois, je vais situer, je fais un cadeau à cette grande cérémonie qui a eu l'amitié de nous inviter. Notre rôle est aussi de distribuer les connaissances inaugurales. Donc, on situe à l'Atlantide, qui est la plus grande civilisation pensée par des hommes et qui a été engloutie. On la situe, tenez-vous bien, à Méroé. Méroé. Méroé, c'est un berceau exceptionnel de l'ancienne Éthiopie. Cette conférence était suivie d'une cérémonie d'hommage au prix Cheikh Anta Diop 2015 au professeur Grégoire Biyogo et Muffuta Kabemba, lauréat du prix éponyme en 2014 lors du deuxième salon du livre panafricain qui a eu lieu les 3, 4 et 5 octobre 2014 à Bruxelles. Les temps forts de la cérémonie. Le Festival des lettres, des arts et des cultures du Sud honore le professeur Muffuta Kabemba, récipiendaire du prix international Cheikh Anta Diop, reconnu savant le 5 octobre 2014 à Bruxelles. Kalamban Sapo, président fondateur du prix international Cheikh Anta Diop, Oscar Kombila, président de l'ASBEL Rafia Synergie. Fête à Bruxelles le 31 octobre 2015.
professeur Grégoire Biogo est récipiendaire du prix international Cheikh Anta Diop, reconnu savant le 5 octobre 2014 à Bruxelles. Kalamban Sapo, président fondateur du prix international Cheikh Anta Diop. Oscar Kombila, président de l'ASBEL Rafia Synergie. Fête à Bruxelles le 31 octobre 2015. Mufuta Mawa Pesa lutwe Mawa Soki o pesiteo Mawa Babo mangaye Mawa Biogo Mawa Biogo Mawa Pesa lutwe Mawa Pesa mayele Mawa Toko kufa zero Mawa. La deuxième activité majeure était dédiée aux conversations littéraires. Elle était animée par Yvette de Huit, présentatrice de Les Parenthèses d'Yves, une saison de conférences-débats. Cette rencontre était agrémentée d'un débat sur les actualités littéraires francophones et a réuni 7 auteurs du Nord et du Sud, Belgique, Suisse, Pologne, Tunisie, Iran, France, Martinique. Dans cette pléiade d'auteurs, 6 femmes étaient largement représentées pour non seulement souligner la place d'honneur qui leur était réservée dans le cadre de cette première édition du Flax, mais aussi de démontrer la vitalité de leurs œuvres et leur engagement. La rencontre était relevée par la présence de Parisa Reza, prix Senghor 2015. Elle nous en dit davantage sur son prix au micro de Christian Missia. Eh bien, ça a été une très belle surprise. J'étais très honorée, très émue, d'autant plus que c'est le prix de la francophonie et une langue commune qui nous permet tout au moins de nous entendre partout dans le monde. Voilà, c'était une surprise très agréable. J'étais vraiment très heureuse de l'avoir reçue. Alors, vous avez participé à cette rencontre littéraire. C'était plutôt des conversations autour de l'actualité des livres parus dans l'espace francophone. Quel était le nom de votre dernier roman? Le roman s'appelle Les Jardins de Consolation. De quoi parle-t-il? Alors c'est un livre qui se passe entre 1920 et 1953 en Iran. C'est une histoire d'amour, mais qui se passe sur un fond de bouleversement sociologique dans une période de l'Iran où la modernité arrive de manière un peu hâtive, où il y a un affrontement entre la tradition et la modernité. Et c'est l'évolution d'un couple paysan du bas de la société dans cet environnement très étrange finalement pour eux qui est la modernité occidentale qui arrive. On parle souvent de choc de culture entre le monde musulman et le monde occidental. On est à une période charnière où voilà, il y a les conflits en Syrie et tout ça, et puis de l'autre côté, on voit que l'Iran rentre dans une sorte de normalité petit à petit avec les pays de l'Occident. Quel regard portez-vous, le regard d'artiste, le regard littéraire, quel regard portez-vous sur ces nouveaux changements? Eh bien, moi, je pense qu'il y a eu dans les XXe siècle, deuxième moitié du XXe siècle, une thèse qui était la thèse de modernisation et l'occidentalisation du Moyen-Orient. Puis il y a une antithèse qui a été la révolution islamique, par exemple en Iran, et puis un peu la radicalisation de l'islam dans cette région. Et moi je pense qu'actuellement la région, et en tout cas en ce qui concerne l'Iran que je connais, l'Iran est en train de faire sa synthèse entre la thèse et l'antithèse. Et je suis sûre et certaine que dans les 20-30 prochaines années, tout ceci va se calmer, et on va avoir de belles choses qui vont sortir de cette région. C'est peut-être un mal nécessaire que je souhaite à personne, mais je pense que ce que nous vivons aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est la conséquence des erreurs qui ont été faites en deuxième partie du XXe siècle. La journée s'est clôturée par un partage autour du slam littéraire de Jean-Yves Bertogal
et de la musique à l'Orlo du Sud. Personne ne s'est manifesté lorsque l'on m'a massacré. Personne n'a récriminé lorsque l'on m'a décimé. Mes larmes sont mes mots qu'au bout de mon stylo, je crache mes sanglots dans un bain de sang glauque. On m'appelait Arawak, Caraïbe, Taïno, Siboney, Galinas, Arada. On m'appelle Antillais, Guadeloupéen, Martiniquais, Haïtien, Jamaïcain, Cubain. Car mon sang s'est mêlé avec ceux que l'on enchaînait. Oui, mon sang s'est mêlé avec ces âmes damnées. Plus loin que l'esclavage, on m'a massacré plusieurs fois en plusieurs endroits. Le monde était parse de mes chairs démembrées et jeté dans leur humanité. Humanité, c'est affreux! Troisième et dernier jour du Flax. 3 activités auront marqué cette journée. Parents et enfants ont eu droit à une animation conte et lecture conduite par Boafomo Boïkassé. Suivra ensuite une rencontre autour de la bande dessinée africaine et créole. Quelques fans de la BD seront comblés de bonheur avec la séance de dédicace de Barli Barouti. Trois quarts d'heure plus tard, la rencontre entre artistes, peintres, sculpteurs et créateurs de festivals prenait place. Elle était présentée par Julien Mukonde, en présence de Barli Barouti, de Rode Makumbu et bien d'autres. Roland Montpierre, auteur de bande dessinée, dessinateur, illustrateur et scénariste, revient sur l'objet de cette rencontre. Nous avons discuté du développement de nos travaux qui ont une particularité, c'est qu'ils ont besoin d'être véhiculés de façon telle qu'on puisse à la fois être édité par exemple en Europe et qu'on puisse aussi être visité dans les pays du Sud. Le problème étant qu'il y a un problème de distribution, de communication qui se pose. Par exemple, je peux être édité par un éditeur comme Glénat, mais je ne serai pas forcément visible aux Antilles. Je peux être édité par un éditeur qui est aux Antilles ou en Afrique, mais je ne serai pas forcément visible en Europe. Notre problème, c'est d'être visible partout. Donc il y a tout un travail à faire, dans lequel nous avons discuté, tout un tas de choses qui sont en train de se passer, de se faire, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que nous travaillons tous, donc nous commençons à avoir un peu de bouteille, comme on dit, à avoir un peu d'expérience, et donc du coup nous commençons à rencontrer des gens qui sont en train de nous aider à faire ce chemin, parce que en fait c'est tout un modèle économique à mettre en place, et nous ne sommes pas économistes, mais par contre il y a des économistes, il y a des juristes, il y a des gens qui petit à petit sont concernés, arrivent, et donc une génération qui va aider l'autre, et qui va nous aider aussi, au bout du compte, à transmettre notre savoir, parce que c'est aussi important. C'est pas la peine d'avoir fait tous ces efforts pour qu'un jour on se dise « Ah ben, qui va continuer ?» Non, il ne faut pas qui va continuer, il y a forcément quelqu'un qui va continuer, et aussi on peut former, si on peut aider, ça c'est la bonne chose. C'est aussi de ça que nous allons parler aujourd'hui. Le clou de la soirée qui marque aussi la fin des activités du festival était la table ronde autour de 3 thèmes, la citoyenneté, l'interculturalité et la transmission. Acteurs culturels belges et bruxellois, artistes responsables de la société civile, issus de la migration et de la diversité culturelle, ont enrichi cette rencontre. Chaque mère a la responsabilité d'éduquer ses enfants suivant sa culture, lui parler dans sa langue. Mon fils que je vous dis là, il n'a jamais étudié en Tchilouba, mais il écrit le Tchilouba correctement, il le lit. Il a communiqué avec ma mère que certaines personnes ici ont connu. Il lui parlait toujours dans la langue. Et moi, je parle dans la langue. Même les proverbes de chez nous, il les connaît. Il m'envoie des SMS dans les proverbes de chez nous. Ce n'est pas une arrogance qui s'enferme sur soi-même. Au contraire, c'est de se tenir bien équilibré en soi-même, dans ses différentes composantes. Justement, ce qui donne de la sérénité pour entrer en dialogue avec tout ce qu'on rencontre, sans exclusion.
Mais il faut déjà quand même, je trouve qu'il faudrait refaire ce travail de retrouver la fierté d'être polonais à cause d'un monde hyper médiatisé dans lequel on vit et où on circulait trop d'images traumatisantes, trop d'étiquettes qu'on balance comme ça à gauche et à droite aux uns et aux autres et qui vous collent. Sur la question de la transmission et de ce qui s'est passé en chemin, je voudrais juste rappeler que l'une des erreurs que l'on fait dans ce genre d'analyse, c'est de ne pas se souvenir que l'être humain n'est pas fondamentalement raisonnable. Et là, je reviendrai une nouvelle fois sur ce qu'a dit Mme Adessi. Donnons à nos enfants les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? Les fondamentaux, c'est la phrase de Ramayad. Ramayad a dit, j'ai vécu au Sénégal jusqu'à 11 ans, et c'est en arrivant en France que j'ai découvert que j'étais noir. Parce qu'en tant que petite africaine sénégalaise, le noir, le blanc et autres, ça n'existait pas. Elle était juste une jeune fille, point. Et par rapport à ici où nous vivons, quelle est la culture des jeunes aujourd'hui? Ils ont leur culture, ils ont leur canon, ils ont leur pôle d'intérêt. À la fois, c'est très angoissant parce que les parents luttent coûte que coûte pour leur transmettre une partie de la culture, leur transmettre certaines valeurs. C'est angoissant de voir qu'on n'y arrive pas toujours, il n'y a pas toujours les prises qu'on aurait bien aimé avoir, mais à la fois, moi j'y vois aussi une chance pour la société humaine, parce que cette culture à laquelle les jeunes communiquent, quelle que soit leur origine, donc au Japon, il est en Afrique, il est en Asie, aux États-Unis, en Europe, ils sont pris presque par le même tourbillon, les mêmes hobbies. On se dit, c'est peut-être cette chance pour l'humanité. Ce qui va peut-être faire tomber tout ce qu'on a vécu, qu'on vit encore de très dur. Je crois que quelque part, au niveau des jeunes, et la souplesse des jeunes, et la difficulté de transmission, c'est-à-dire même les jeunes ici, vous voyez les jeunes qui disent, ah non, moi vos idées coloniales là, et moi j'ai rien à cirer. Donc, vous vous rendez compte que, aussi bien ici qu'ailleurs, il y a cette difficulté de transmission. C'est à la fois un danger pour la culture, mais à la fois, moi je me dis, c'est une chance. Le brassage là est une chance. La question fondamentale pour moi, c'est celle des valeurs. Qu'est-ce que ces groupes font? Quelles sont leurs nouvelles idées? Est-ce qu'elles s'adaptent à l'idéal type? Quelle est leur contribution au sein d'une société, que ce soit l'Europe, l'Amérique, etc. Regardez les Noirs qui ont bâti les États-Unis multiculturalistes, cependant que ces groupes-là restent exclus parce qu'économiquement, il n'y a pas le même répondant. Dès qu'il y a le répondant économique, on ne regarde pas le reste. Donc la première réponse que je donne, c'est celle du travail des idées de ces groupes, et qu'en arrivant ici, intellectuellement, on voit qu'il y a des figures intellectuelles, artistiques, des figures. Mais ces figures doivent s'identifier par la qualité de leurs idées. Et là, c'est la grande intégration. Donc, par la qualité de... La même chose que je donne en économie. Quelle est l'intelligence de l'organisation de ces groupes? Par exemple, là, il y a des groupes. Est-ce qu'il y a du répondant économique de façon à ce que se pose demain en politique la question de la sollicitation? Oscar Kombila, directeur de l'organisation du Flax, tire un bilan au terme de cette première édition du Flax. Nous arrivons au terme de ces 3 jours de festivités des Flax. D'abord, quel est votre sentiment? Un sentiment de satisfaction, sans prétention, mais satisfaction quand même, parce que ce projet découle d'un appel à projet de la communauté Wallonie-Bruxelles, dont nous avons reçu la réponse en juin. Donc nous organisons ce festival de 3 jours à la fin du mois d'octobre. Vous imaginez donc que nous avons eu, quand on soustrait les vacances administratives, à peine 3 mois pour pouvoir l'organiser. Donc nous considérons que pour un projet qui a été construit sur 3 mois, pouvoir réunir autant de personnes ici
à l'horloge, ici au Varia et à l'horloge du Sud, avoir des débats de cette qualité, c'est un motif de satisfaction. Nous savons sans doute nous savons qu'il y a des choses qui ont été moins bien faites que d'autres, mais nous savons que nous avons désormais une carte de visite que nous pourrons valoriser pour avoir fait un travail sur 3 mois, et nous espérons que à partir de la semaine prochaine, nous allons pouvoir travailler à la 2e édition et donc d'avoir un minimum de 10 mois pour préparer quelque chose de plus grand et de plus consistant. Parmi les choses dont vous êtes vraiment fiers durant ces 3 jours, quelles sont-elles? Qu'est-ce qui pour vous a vraiment bien marché? Est-ce que vous nous citez 2 exemples? Si vous permettez, j'en citerai 3. Le premier, c'est le débat autour de la reconnaissance de 2 chercheurs de très haut niveau issus du Gabon et de la République démocratique du Congo qui ont été reconnus l'année dernière, mais que nous avons tenu à mettre en avant. Et pendant 1h30, c'est une réunion d'une qualité extraordinaire. Deuxième chose, toujours dans le cadre des tables rondes, c'est une table ronde qui a été organisée en partenariat avec les librairies Tropisme, avec 7 auteurs wallons, bruxellois, français qui ont débattu de la francophonie, de l'avenir et des réseaux. Et la troisième chose, c'est le débat de ce soir sur la citoyenneté, l'interculturalité et la transmission, qui sont des choses qui font partie de la colonne vertébrale de toutes les sociétés et qui sont donc à l'origine de ce que va être la société européenne demain. Nous sommes très fiers de ces 3 rencontres et nous pensons qu'avec ces 3 rencontres, nous avons semé la graine qui fera le flax de demain. J'ai déjà participé à toute une série de colloques et que celui-ci me paraît être, comment dirais-je, une graine supplémentaire que l'on germe et qui effectivement, c'est l'émergence, comment dirais-je, du sujet dans toute son ampleur et des sujets africains, et que par conséquent je participe à tout ce qui est en train de naître et qui me paraît aller dans la bonne voie et dans le bon sens. Et c'est le cas, je pense, de ce premier festival qui me paraît être effectivement un moment de rencontre dont on espère qu'il sera effectivement valorisé, amélioré, qu'il y aura un suivi et que bien sûr ça deviendra un grand arbre et une grande forêt. Hier, le débat avec nos 2 amis professeurs congolais et gabonais m'est apparu comme un moment d'une extrême profondeur et du point de vue du contenu et d'une grande intensité émotionnelle. Je pense que là, on posait en être humain effectivement des problèmes et que c'est là que se trouvent aussi les ferments d'une véritable fraternité, une véritable réflexion humaine. Au-delà, comment dirais-je, des positions parfois qui peuvent être variées, mais qui sont simplement les positions de personnes qui veulent essayer d'aller dans le sens, comment dirais-je, d'une humanité, je dirais, entière, si possible pacifiée dans un monde qui est bien violent. Très heureux de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu montrer aussi, des échanges qui ont pu avoir lieu ici, des discussions, des débats. Enfin, je trouve que je suis très heureux parce que je m'y suis retrouvé aussi en tant qu'individu et au-delà de mes responsabilités au Théâtre Varia, c'était important. Enfin, voilà, j'ai l'impression d'avoir participé à 3 jours importants. Voilà. La graine du Festival du Livre, des Arts et des Cultures du Sud a donc été semée à Bruxelles, au Théâtre Varia et à l'Horloge du Sud. C'est la graine de tous qui espère apporter à sa juste valeur sa contribution sur la rencontre des civilisations, des cultures, des arts, les questions de société et l'évolution du monde. Le monde d'aujourd'hui et de demain, chacun y est invité à venir l'arroser. Ai welingo na yo mama ye pauni pengola die aye go di you
Madame, mademoiselle, messieurs, nous sommes au terme de cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur notre actualité sur www.bibmedia.be ainsi que sur notre page Facebook. À très bientôt.